Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Bonsoir, chaque jeudi soir, Sud Radio roule jusqu'à 20h avec Mobility TV et avec vous au 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Arthur vous y attend ce soir, nous allons débattre avec vous autour de la voiture et de la mobilité. Je vous présente sans plus tarder nos experts qui vont échanger, commenter, analyser nos vraies voix. Guillaume Carbrat, directeur associé chez TNP Consultant, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Richard de Cabrol est avec nous, directeur du Grand Prix ACF Autotech, bonsoir. Et Guillaume Crunel qui a pris un abonnement. On est ravis, associé automotive et mobility leader au cabinet de conseil de Loat. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous. L'avenir, la voiture de demain, c'est la voiture autonome et connectée. Alors, cette voiture, justement, on va en parler jusqu'à 20h. Alors, à l'image de la série K2000, on a tous vu la série K2000, on entend le générique, voilà. Elle s'appelait KIT, cette voiture, rappelez-vous. C'était une voiture intelligente. Eh bien, Apple veut lancer sa première voiture autonome, par exemple, dès 2025. Ce ne sera pas une simple voiture électrique dotée de fonctions semi-autonomes, mais bien, on parle bien d'une voiture entièrement autonome. Google veut faire rouler des voitures sans chauffeur. Et puis, il y a les constructeurs automobiles qui y pensent fortement, qui travaillent même comme Tesla par exemple. Stellantis qui a annoncé que la première voiture disposant d'une capacité de conduite autonome de niveau 3 arrivera dans pas longtemps, demain, c'est dans 2 ans, en 2024. En tout cas, c'est la date qu'ils ont avancée. Les constructeurs automobiles peuvent-ils devenir des entreprises tech? On va tenter de répondre à cette question jusqu'à 20h avec vous. Je vous redonne le numéro pour participer à cette émission, 0826 300 300. La voiture de demain. Alors tiens, j'aimerais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment vous voyez la voiture de demain, tiens, Guillaume Crunel? Comment vous l'imaginez? La question de demain, c'est quand demain en fait? Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans là, on parle an, de 2024-2025, donc c'est tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Ouais. On va avoir une voiture, comme vous l'avez dit, qui va être de plus en plus technologique, ça c'est clair. C'est une tendance qui est embarquée, qui va avoir une part de plus en plus importante dans sa valeur autour du logiciel, de l'intelligence, qui va se convertir à des modes de propulsion qui seront de moins en moins thermiques. Ça c'est le sens de la réglementation. Donc à très court terme, plus électrique et plus intelligente, et de plus en plus intelligente avec les années qui viennent. Ouais. Alors justement, les constructeurs automobiles doivent penser, sans cesse imaginer, alors pas la voiture de demain, mais à innover, à embellir cette voiture, puisqu'on ne roule plus avec la voiture des années 90. Donc c'est un travail de tous les jours. Richard, quels sont les enjeux pour les constructeurs, cette envie et ce besoin de la moderniser tout le temps pour assouvir les automobilistes français? Eh bien, notamment, en fait, le besoin de faire évoluer la voiture, c'est surtout parce qu'on va aller vers un monde où les voitures seront moins nombreuses sur nos routes. Donc, s'il faut vendre moins de voitures, il faut que ces voitures, quelque part, aient plus de valeur ajoutée. Donc, c'est là où, en fait, on rajoute des fonctionnalités, on rajoute de la technologie dans les voitures pour notamment pallier à ce problème futur. Qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui, par exemple? Alors, aujourd'hui, je dirais que c'est toute la connectivité par rapport avec le smartphone, faire en sorte aussi que la voiture devienne plus sécuritaire et plus orientée vers l'assistance à la conduite, parce que soyons honnêtes, et comme le disait Guillaume, le véhicule autonome, c'est pas pour 2025. Et en attendant, toutes ces aides et toutes ces assistances, c'est pour plus de sécurité, pour plus de confort finalement, et aussi plus de confort et plus de multimédia pour finalement profiter d'une expérience client. Et ça, on l'a vu avec Tesla, beaucoup plus forte dans l'avenir. Ouais, ce sera quoi dans 2024-2025 ce sera la voiture ultra connectée déjà, pour commencer? Guillaume Carbrat. Déjà, effectivement, je crois que la logique d'expérience client, elle est devenue clé dans la proposition des constructeurs. Et on est vraiment dans l'extension de ce qu'on connaît chez soi et sur son téléphone. Et donc, on voit vraiment que les constructeurs essayent de créer l'écosystème qui permet justement d'animer et d'intégrer cette modernité, et que aujourd'hui, les consommateurs peuvent plus se passer de leur téléphone. Comment associer la voiture à comment ils le font concrètement? Parce que c'est pas eux, j'imagine, qui connectent la voiture. Ils font appel à des entreprises tech, ils passent des partenariats avec ces entreprises, ces startups. On voit effectivement beaucoup de partenariats, alors pas qu'avec des startups, mais aussi avec les grandes électroniques, les Google, les Samsung. Alexa arrive dans les véhicules depuis un moment maintenant. Donc voilà, le mouvement est lancé. Maintenant, c'est comment aussi les constructeurs vont se positionner par rapport à ça, parce que ça veut dire aussi, là, on fait rentrer quelque part des nouveaux équipements
équipementiers, la valeur, elle est chez ses nouveaux fournisseurs. Comment le constructeur va se défendre et proposer lui sa valeur? Ouais, parce qu'en fait, le risque, c'est quoi, Guillaume Crunel? C'est finalement, et on va reparler en deuxième partie de l'émission, mais finalement, c'est de se faire un petit peu manger par toutes ces entreprises tech ou tous ces Apple et Google. C'est ça le risque? Il y a clairement, un sujet avec les grandes entreprises de la tech, mais je pense que le vrai sujet qui est derrière tout ça, c'est que, on l'a dit, il va y avoir moins de voitures. Donc il faut que ces voitures-là rapportent plus et un cycle de vie de plus en plus long. Ce que permet la technologie aujourd'hui, la connectivité, ce qu'on appelle la voiture ordinateur, en fait, c'est la capacité à mettre à jour la voiture, à la faire évoluer et à faire qu'on rentre dans une ère qui est plus servicielle. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on vend la voiture et puis c'est un peu près fini. Demain, on va vendre une voiture, on va la faire évoluer, on va lui rajouter des services et donc sa valeur va continuer dans le temps de plus en plus forte. Et le vrai enjeu pour les constructeurs, c'est d'être positionnés efficacement là-dessus. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu la faute à Tesla, mais c'est je pense que les marchés ont compris ça, et c'est comme ça qu'on vaut 1000 milliards de dollars en bourse quand d'autres en valent que 10. Ouais. Donc c'est tout l'enjeu qui est derrière, c'est de se positionner sur ce nouveau véhicule dont la vie économique sera bien au-delà du moment où on l'achète. Et puis certains le disent aussi officiellement, le patron de Renault par exemple, le patron de Stellantis, ils l'ont dit, on va faire nos entreprises des boîtes de tech. Là, ils sont clairs. Ça, on voit bien, notamment avec des initiatives comme la Software République, qui regroupe notamment le groupe Renault et aussi d'autres acteurs de la tech, justement parce que c'est une question aussi d'association. Ils veulent développer de nouvelles choses et avec des acteurs qui ne sont pas comme ADN, je dirais, l'automobile, pour justement apporter un savoir-faire qui n'était pas le leur jusqu'à présent. Et donc, comment ça se passe? Il faut recruter. Donc, il faut recruter des ingénieurs spécialisés. Il faut investir. Alors, quand on veut se transformer en boîte de tech, il faut investir, il faut s'associer, puisqu'effectivement, il y a quand même deux modèles un peu différents. Les boîtes de tech sont des modèles très peu capitalistiques. Les sociétés automobiles sont des modèles à très forte de manière capitalistique. Et pour notamment produire tout cet habitacle, l'environnement de bord, qui sont quand même leur savoir-faire. Et ça, c'est un savoir-faire qui, je pense, va perdurer dans le temps. On le voit avec les constructeurs de navettes autonomes qui sont très soft. Et bien leur habitacle, leur environnement de bord, et on sent des quelques lacunes. Moi, je me souviens autrefois, au tout début de Tesla, où les gens claquaient la porte en disant « j'ai l'impression que je claque la porte d'un frigo ». Donc, il y a ce savoir-faire qui peut être complété, et je pense que des initiatives comme cette Software République sont justement là pour intégrer plus de soft en embarqué, soit en recrutant effectivement, mais soit aussi en s'associant à des sociétés qui sont nativement orientées vers la tech, vers le software. Oui, voilà. Alors, on va continuer d'en parler dans quelques minutes. Sujet passionnant, les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Les constructeurs automobiles peuvent-ils devenir des entreprises tech? On débat autour de cette question. Dans la deuxième partie, on viendra sur les projets de voitures autonomes d'Apple et de Google. Voilà, on essaiera d'en savoir un petit peu plus. À tout de suite, donc, sur Sud Radio, avec nos experts et invités Guillaume Carbrat, Guillaume Crunel et Richard de Cabrol. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est avec Mobility TV. Nos vraies voix, nos experts du jour, Guillaume Carbrat, directeur associé chez TNP Consultant, Richard de Cabrol, directeur du Grand Prix SCF Autotech, et Guillaume Crunel qui est avec nous, associé automotive et mobility leader au cabinet de conseil Deloitte. Les constructeurs automobiles peuvent-ils devenir des entreprises tech? On débat autour de cette question avec vous, messieurs, et avec Vincent qui est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Comment ça va Vincent? Ça va. Bon, vous nous appelez d'où? D'Agde. Bon, très bien. Bienvenue Vincent. Ça vous inspire quoi, vous, la voiture autonome? Est-ce que vous savez ce que c'est déjà? Est-ce que vous savez ce que c'est? Déjà, on peut déjà parler déjà que ce qui existe déjà avant déjà, on va dire que déjà, d'un point de vue technique, on peut déjà faire voler des avions civils, commerciaux civils. Ouais. On peut voler et atterrir tout seul sans... bon, on laisse un pilote dedans, mais techniquement, c'est déjà possible de les faire voler sans... oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a quand même un pilote à l'intérieur. Non, mais c'est obligé. Ils sont obligés, légalement, c'est obligé, mais techniquement... techniquement, c'est possible. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Techniquement, c'est déjà tout est possible. Il y a, je crois, il y a déjà 10 ans, en laboratoire, il était déjà possible de faire un bus. Vous savez, les bus pouvaient déjà arriver à faire circuler en voiture. Donc déjà, c'est des technologies qui, entre guillemets, existent, mais le problème, c'est qu'au point de vue technique et technologique, disons que c'est trouver des microprocesseurs à mon... Ouais, ça coûte de l'argent, il faut que ça marche et surtout il faut que les Français soient prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Et après je vais donner la parole à nos experts à conduire une voiture autonome, à faire confiance à un logiciel en fait. Vous y êtes prêts ou pas de ça?
Je pense que déjà on est déjà prêt parce que déjà tous ceux qui ont des smartphones avec les GPS, ils se font guider déjà par un truc après, on est toujours. Moi, à un moment donné, je suis passé d'une boîte mécanique à une boîte automatique. Bon, c'est déjà, on va dire, mais déjà c'est un confort. Déjà, c'était un confort. Mais après, je veux dire, après chaque à un moment donné, il va y avoir la question. Ça va toujours être la question. Qu'est-ce qu'on laisse? Et puis à un moment donné, il y aura aussi ce fossé, c'est qu'à un moment donné, quand vous circulez avec des voitures entièrement automatiques. Si vous laissez toujours en circulation des voitures qui seront entre guillemets avec un pilote à l'intérieur, s'il y a un accident que vous avez une série de voitures automatiques qui vont discuter entre elles vont pouvoir gérer entre elles. Par contre, celui qui va être peut-être que ça va être la voiture qui va être. Ouais. Alors ça, vous parlez de la sécurité, une question d'assurance. Guillaume Crunel, c'est important quand on parle de voitures autonomes. Déjà, il y a la confiance. Est-ce que les Français font confiance à ces voitures autonomes? Et c'est vrai. Alors comment ça se passe en cas d'accident? C'est à qui la faute? À la faute du logiciel? Ça sera le régulateur, le législateur qui le décidera. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'ils font confiance? Est-ce qu'ils font confiance à quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, qu'on ne peut pas acheter? Donc, voilà, j'ai pas la réponse là-dessus. Nous, ce qu'on sait, quand on interroge, on l'a fait dans les années précédentes, les gens sur leur appétence, est-ce qu'ils ont envie finalement d'avoir ce genre de choses? La réponse, elle est assez équilibrée. Il y a ce qu'on appelle les early adopters qui se disent tiens, ça doit être intéressant, donc à peu près un tiers finalement. Il y en a qui disent moi je veux pas être conduit par une machine. Peut-être qu'ils aiment bien conduire aussi, ils ont le droit. Ça encore un tiers. Et puis il y a ceux qui, comme beaucoup, se demandent ce à quoi correspondra cette expérience. Le dernier tiers qui disent je ne sais pas. Et donc je pense qu'encore une fois, ces technologies, elles doivent s'imposer par l'usage. Si une fois mises sur le marché, elles apportent quelque chose de supplémentaire en termes de convivialité, de sécurité aussi. On meurt tous parce qu'on conduit mal. Donc voilà, c'est ça l'enjeu, c'est que la technologie s'impose par l'usage. Alors, la voiture autonome connectée, c'est pour ultra connectée, c'est pour très très bientôt. Que proposent Apple et Google? Apple qui veut lancer sa première voiture autonome dès 2025, entièrement autonome, et Google qui veut faire rouler des voitures sans chauffeur. Guillaume Carbrat, est-ce que c'est crédible? Dans l'horizon de temps dont on parle, c'est quand même assez ambitieux, on va dire. Donc bon, à moins qu'ils nous cachent des projets très avancés, bon, peut-être. Apple est très discret, donc on ne sait pas. Après, ce qu'on sait, c'est que l'environnement du régulateur, il n'est pas encore tout à fait prêt pour accueillir massivement ces initiatives. Donc là, va falloir voir dans certaines villes des États-Unis, dans certains États, il y a un petit peu de possibilités, mais en Europe, on n'en est pas encore là. Donc là, va falloir se poser la question de quels produits ils vont mettre à disposition du public européen. Richard de Cabrol, alors quand ça arrivera, ces voitures connectées, alors peut-être pas à l'horizon 2024-2025, qu'est-ce qui va se passer pour les constructeurs automobiles? Est-ce qu'à terme et à long terme, sur du long terme, ils vont se faire un peu manger par Apple, Google, par les GAFA, quoi? Je pense que les constructeurs ont, comme on l'a dit tout à l'heure, ont pris un petit peu la mesure du changement en voulant s'orienter vers la tech et le développement. Ils l'ont pris trop tard ou pas? Alors trop tard, pas forcément, non. Déjà parce que, comme l'a dit Guillaume, le législateur va pas permettre potentiellement les véhicules autonomes à être tout de suite sur les routes dès 2025. Peut-être dans des régions spécifiques tests aux États-Unis, c'est possible. Ça, ils sont toujours un peu en avance là-dessus dans ces pays. En France, ça m'étonnerait beaucoup. Non, je pense qu'ils n'ont pas forcément pris le virage trop tard. Ils s'en rendent compte que quelque part qu'ils ont besoin de rattraper certaines compétences dans la tech et dans l'autonomie et dans toutes ces technologies qui doivent s'ajouter à la voiture. Maintenant, je pense que le défi, ça sera surtout de les monétiser. À quel point l'utilisateur va être prêt à payer pour ces véhicules. Au début, on peut penser effectivement, comme l'a annoncé Google, peut-être dans un usage plutôt partagé de taxi autonome, où là, du coup, le coût serait partagé entre les utilisateurs. Mais individuel, ça serait très très dur à imposer. Donc le véhicule individuel, je pense, a encore de beaux jours devant lui, surtout qu'on ne vit pas tous dans un environnement parisien avec un véhicule qui effectivement peut du coup se rentabiliser par un usage assez intense, et les constructeurs de ce point de vue n'ont pas pris le virage trop tard. Ils peuvent encore contenter une majeure partie de la population. Ils ont encore de belles années devant eux et de quoi petit à petit se transformer. Combien ça peut, on parle de prix là, mais on a aucune idée, enfin moi en tout cas j'ai aucune idée de la fourchette, combien ça coûte ou ça coûtera, vous le savez Guillaume Crunel, une voiture autonome?
Combien ça pourrait coûter je veux dire, le problème des véhicules, c'est le nombre de véhicules qu'on produit sur la base technologique qu'on a construit. Donc si on vend beaucoup de véhicules, ça baisse. Si on en vend peu, ça coûte très cher. Bon, c'est ce qui va commencer par se passer. Donc on va être sur des véhicules qui seront de toute manière, qui arriveront tardivement sur le marché, qui seront très élitistes en termes de voitures individuelles. Moi, je peux juste vous dire que, me semble-t-il, à court terme, en tout cas moyen terme, on sera sur des véhicules qui seront de l'ordre de l'exception. On a publié une étude ce matin sur les appétences des consommateurs automobiles. La question alors pose combien vous voulez bien payer en plus dans votre véhicule pour avoir un certain nombre de technologies, dont des technologies autonomes. Ceux qui sont prêts à payer plus de 2000 €, c'est 3% de la population française. Donc, quel que soit le prix du véhicule autonome, on n'y est pas aujourd'hui. Voilà. Bon. Et sur la fourchette, c'est-à-dire pour que les Français comprennent bien quand on parle d'une arrivée en 2024-2025, et vous avez raison, c'est ambitieux, mais après avec les transformations et pour que petit à petit ça se démocratise et que les prix baissent, il faut compter quelle fourchette, combien d'années, une quinzaine d'années par exemple. Juste pour parler de coût, le lidar qui est au-dessus des véhicules Google coûte 80 000 $. Ah oui. Donc alors, Valeo a une version plus petite, beaucoup plus accessible à quelques milliers d'euros. Et pour vous donner une idée quand même, à 90 000 $, on va dire l'équipement unique plus la voiture, on est sur du taxi. On n'est pas sur du véhicule personnel. Donc la voiture autonome sur du véhicule personnel pour une majorité de Français, c'est dans très très longtemps. C'est ce que vous dites, Guillaume Carbrat. Bon, effectivement, dans un horizon de temps quand même un petit peu... Puis il y a déjà le parc automobile aujourd'hui qu'il faudra changer. Donc on met à peu près 15 ans à faire tourner un parc entier. Donc avant que les gens aient les moyens, le parc, on va dire, se renouvelle, on est sur 15-20 ans. Richard de Cabrol, est-ce qu'on peut imaginer que demain, on ne passe plus par les constructeurs et on achète par exemple notre voiture sur Amazon ? On la commande en un clic Ah oui, ça, la commande de véhicules en ligne, ça c'est clairement... ça existe déjà, oui, on peut la commander... Mais vous parlez de l'achat de voiture. Oui, l'achat de voiture. Oui, l'achat de voiture, plus par les GAFA que par les constructeurs. Alors, on peut passer... Je pense qu'effectivement, Amazon s'y mettra, ça c'est certain. C'est une marketplace. Il y a déjà des marketplaces qui existent et qui sont très performantes, dont je ne dirai pas le nom à l'antenne, d'achat de véhicules en ligne, d'occasion ou neufs, et qui fonctionnent très bien et qui sont très compétitifs par les prix par rapport aux concessionnaires. Donc, j'ai envie de dire que ça, cette évolution, on est déjà dedans. C'est pas quelque chose du futur, on est dedans. On achète sa voiture en ligne maintenant, de plus en plus. Et il y a de moins en moins d'opportunités finalement pour les concessionnaires du coup de vendre leur voiture dans nos rues. Guillaume Crunel aussi, ce qui va changer, et tiens, j'aimerais bien avoir votre avis aussi, il y a des métiers qui vont changer, non, chez les constructeurs automobiles avec la voiture autonome ultra connectée, intelligente, des types de métiers qui vont devoir être remplacés? Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'à maintenant, on a bâti l'excellence et la supériorité européenne de l'automobile sur une chaîne de traction et un moteur thermique. Donc on est organisé comme ça. On a une excellence opérationnelle et des techniciens fantastiques qui sont capables de produire ces voitures-là. Et ça, c'est une bonne partie de la valeur du véhicule. Demain, on remplace ça par des batteries et du logiciel. Donc il faut remplacer les uns par les autres à terme. C'est ça l'histoire. Donc la question, elle se pose vraiment de deux manières. La première, c'est comment j'attire un certain nombre de talents, de compétences, justement comme l'évoquait Richard, pour pouvoir, je dirais, fueler ces besoins en tech. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est plus seulement en compétition avec les autres constructeurs, mais on est en compétition avec tout le monde de la technologie globale, donc très difficile. Et en même temps, il va falloir reconvertir toute une partie de l'appareil de production et des compétences historiques. Donc c'est un double challenge qui est là aujourd'hui en train de prendre en étau les constructeurs traditionnels. Alors justement, ces nouveaux métiers, on va en parler dans quelques minutes sur Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France, avec Clément Ulry qui va nous rejoindre de la start-up Le Wagon. C'est une start-up qui apprend en ce moment au monde entier à coder. Il forme à ces nouveaux métiers qui vont prendre de l'ampleur et qui vont prendre justement le relais chez les constructeurs automobiles pour créer ces voitures autonomes et ultra connectées. On en parle dans quelques minutes avec vous, 0826 300 300 et avec Clément Ulry qui nous rejoint. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio avec Guillaume Carbrat, directeur associé chez TNP Consultant. Richard de Cabrol est avec nous, directeur du Grand Prix ACF Autotech, et Guillaume Crunel, associé Automotive Mobility Leader au cabinet de conseil de Deloitte. Je vous propose d'accueillir tout de suite Clément Ulry. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ellery, ancien de Google France, désormais c'est Le Wagon. Et donc, je le disais tout à l'heure, Le Wagon qui apprend ce nouveau métier qui est le codage. Pour tous ceux qui nous écoutent, Clément Ellery, expliquez-nous, qu'est-ce que le codage ? Le codage, c'est la capacité à construire des applications. Quand vous allez sur un site web ou sur votre application sur mobile, vous avez une interface. Et cette interface, elle se développe avec des lignes de code. Et puis, elle est construite à partir de bases de données qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui justement, là, elles aussi, se construisent par base de code. Voilà. Donc, c'est exactement ce qu'on apprend à faire. Le Wagon, c'est une école de code qui a été fondée en France en 2013. Puis une école de sciences des données, vous savez, ces analyses de données et ces projections qu'on peut faire grâce aux données, et qui a formé 14 000 personnes dans le monde, aujourd'hui dans 25 pays, sur ces sujets, ces métiers actuels et d'avenir. Alors qu'on comprenne bien, si ça intéresse le codage, est-ce qu'il faut avoir une formation de base, par exemple, ou est-ce que n'importe qui peut apprendre à coder ? C'est exactement ce qui fait la beauté de ces métiers et de la méthode unique du Wagon, en fait. C'est que c'est qu'en 9 semaines, avec un bagage qui est la motivation, et ben en fait, on peut sortir et on sort développeur ou junior data scientist, comme on dit, qui sont ces métiers, encore une fois, très en demande. Et on a un emploi dans pratiquement 100% du temps en 3 mois. C'est ça la beauté de ces métiers très en demande et de la méthode que nous avons mis en place, qui s'appelle la méthode Bootcamp, qui est très intense. Qui 400 est très heures, c'est ça 400 heures, exactement. 400 heures, donc c'est une semaine, 9-10 semaines. C'est intensif. Oui, c'est intensif. Exactement. Bon. Comment on arrive à former justement les bons ingénieurs qui, alors, à l'avenir, vont pouvoir faire et savoir faire des voitures tech, puisque c'est l'objet de notre émission ce soir. Clément. Et ben justement, en fait, la partie qui travaille avec les entreprises du Wagon, que je dirige, on est contacté par les constructeurs automobiles et on travaille avec eux pour justement permettre la montée en compétences et la reconversion des employés de ces entreprises qui sont, il faut être clair, les acteurs automobiles font face à la transformation sûrement la plus profonde et la plus rapide qu'une industrie ait eu à réaliser de l'histoire. La transformation en véhicules connectés, véhicules autonomes, qui demandent du coup une intensité technologique et d'usage des données qui est extrêmement intense. Ça, comme vous l'avez très bien dit juste avant mon intervention, ça nécessite un transfert, une montée en compétence sur ces nouveaux sujets. Et c'est exactement ça qu'on fait avec eux. C'est pour chacun des profils construire les chemins de carrière qui permettent d'évoluer vers ces nouveaux métiers et ces nouvelles compétences qui vont permettre justement à ces constructeurs de développer les technologies et les véhicules qu'on va pouvoir conduire ou pouvoir occuper demain. C'est exactement ça. Richard de Cabrol, en fait, finalement, et à l'avenir, il y aura peut-être plus autant de partenariats avec ces entreprises tech pour les constructeurs automobiles, mais ils vont recruter donc ceux ou une majorité qui ont été formés par le Wagon. Alors, il y a déjà des personnes recrutées dans le domaine du dev et du code chez les constructeurs automobiles. Donc, je pense que cette tendance va effectivement s'accroître, mais ne va pas pour autant diminuer la part de collaboratif, parce que j'ai envie de dire, l'innovation aujourd'hui, c'est beaucoup de collaboratif, c'est beaucoup d'open innovation, c'est travailler en écosystème. Donc, oui, ça va recruter plus. Oui, il y a clairement une pénurie qui fait que les salaires sont plus chers, et comme le disait Guillaume, il y a une compétition avec les acteurs de la tech qui sont moins capitalistiques, donc ils peuvent payer plus cher leurs acteurs de la tech. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le Grand Prix ACF Autotech. Jusqu'à cette année, nous n'avions pas d'école partenaire de dev. Aujourd'hui, on a Epitech qui est devenu partenaire parce que justement, on essaie de faciliter même l'accès aux startups à ces compétences. Il n'y a pas que les constructeurs qui ont des problèmes pour accéder à ces compétences, les startups en ont aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, tiens, l'un et l'autre, Guillaume Carbrat, ces années de formation intensive pour... c'est clair qu'aujourd'hui, pour construire les nouvelles voitures, les voitures de demain. Le réseau d'écoles d'ingénieurs, quand même, qui est particulièrement efficace et performant en France, va être au cœur de ces enjeux. Et aujourd'hui, permettre, par rapport à des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui forment des bataillons d'ingénieurs chaque année, ça va être l'excellence française, de l'ingénierie française, qui va permettre aussi de se différencier. Ouais. Et donc là, c'est au cœur de l'enjeu. Tiens, justement, je vous donne la parole dans un instant, Guillaume Crunel. Clément Ellery, comment on se positionne, nous, en France, par rapport aux autres pays étrangers et donc par rapport à la Chine, si on peut se comparer, se mesurer à la Chine? En fait, il y a une course très forte à la montée en compétences et au recrutement de ces ressources. Et je pense que ce phénomène est mondial. Évidemment, il est
chaque entreprise est en concurrence pour l'accès à ces ressources très, très demandées. La France a commencé peut-être un peu plus tard quand je regarde par rapport aux autres pays dans lesquels on opère, mais il y a une très forte accélération sur ces sujets désormais. Le vrai sujet, c'est vraiment en fait comment on permet aux entreprises originellement non technologiques d'accéder et d'être compétitif sur ce marché très compétitif justement qui est l'accès au talent et le développement des ressources et des compétences ingénierie, développeurs et analyse de données. Ouais. Vraiment. Guillaume Grunel. Moi, je pense qu'il faut quand même reconnaître que nos ingénieurs français font partie des meilleurs au monde et sont reconnus dans beaucoup de pays. Donc, il suffit d'aller dans la Silicon Valley, vous allez voir que les ingénieurs français sont très très demandés, y compris dans la mobilité, y compris dans des technologies qu'on est en train de regarder qui vont construire les voitures de demain. Donc, c'est une fierté, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il y a une question de qualité, maintenant il y a une question de volume. Il va falloir en avoir plus. Aujourd'hui, c'est bien d'être très fort, mais il faut être très fort et beaucoup. Donc c'est ça l'enjeu, là, c'est ce qu'on appelle la scalability du modèle, c'est la capacité à avoir demain produit chez nous, en France, ces ingénieurs de qualité pour alimenter des modèles, des voitures de demain qu'on construira si possible aussi dans ce pays. Enfin, c'est quand même un des enjeux à venir pour les prochaines années. Et pour le coup, on disait on a peut-être pétrole, on n'a pas de batterie, mais des cerveaux d'ingénierie, on en a. Donc ça, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Ouais. Alors sur la voiture de demain, évidemment, la voiture, on l'utilise aujourd'hui et quasiment que pour ça, pour aller d'un point A à un point B, pour conduire. En fait, finalement, avec la voiture de demain, on conduira, mais on fera beaucoup d'autres choses dans sa voiture que de conduire. Alors, je dirais que le conducteur devra quand même garder encore ses mains sur le volant pendant un petit moment. Ouais. Donc, je pense que ça sera plutôt un plaisir pour les passagers. On peut tout à fait s'imaginer, j'ai vu des sociétés qui faisaient ça, par exemple, un écran télé pour la place du passager avant, qui permet au conducteur, notamment, de ne pas pouvoir voir ce qui se passe dessus, pour ne pas qu'il soit distrait. Donc, typiquement, ce sera plus pour les passagers, tout l'entertainment de la voiture, plus que pour le conducteur dans les prochaines années. D'accord. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a un téléphone, mais c'est vrai que, bon, à part téléphoner, on passe sa vie sur son téléphone parce qu'on peut faire des milliards de choses. On a le temps encore pour la voiture. Le téléphone va prendre de plus en plus de place, donc notamment dans l'aide à la conduite. Et se connecter à la voiture. Clément Ulry, comment vous voyez l'avenir, vous, de Le Wagon et de votre formation, et surtout l'avenir du codage? Est-ce que ça va changer? Parce que ça change chaque année, ça va très vite, les systèmes de codage. Vous l'avez dit, ce sont en effet des compétences qui sont évolutives. Et donc, premièrement, quand vous parlez de l'avenir du wagon, les opportunités sont massives d'accompagner. Il y a beaucoup de demandes de personnes qui veulent être formées sur ces nouveaux métiers et beaucoup de demandes d'entreprises qui souhaitent embaucher ces ressources ou les développer en interne. Donc, on a de grands espoirs pour la suite. Et oui, en effet, ces compétences sont évolutives. Et en fait, le but, c'est que l'éducation et le développement de compétences, aujourd'hui, il sera en fait tout au long de la vie. Et donc, c'est exactement ça que ces métiers vont requérir d'autant plus. Ça coûte combien? Quel est le salaire d'un codeur aujourd'hui? Le salaire d'un codeur aujourd'hui, en entrée, en sortie de nos formations, c'est aux alentours de 40 000 € par an. D'accord, donc en fait, ma question, c'est est-ce que ces nouveaux métiers vont coûter plus cher aux constructeurs? Oui. Ce sont des métiers beaucoup plus chers. En effet en tension, et donc la question c'est surtout le retour sur investissement de ces ressources. En fait, c'est ça le vrai sujet, et la transformation des entreprises, notamment d'automobiles, passe par le recrutement de ces profils. C'est exactement comme ça que les technologies seront développées et que ces véhicules de demain seront développés et nous permettront de développer de façon plus sécurisée, plus rapide, etc. Guillaume Carbrat, c'est-à-dire qu'au début, il va falloir mettre de l'argent, entre autres pour payer ses codeurs, pour faire la voiture de demain. C'est sûr, mais en parallèle, on voit aussi que les métiers traditionnels, effectivement, qui coûtent un peu moins cher, vont rapidement aussi décroître. Les usines, on voit qu'il y a de moins en moins de personnel dans les usines, et donc ça va compenser. Évidemment, il y aura moins de codeurs que de personnes au montage. Par contre, évidemment, ils seront payés effectivement un peu plus cher. Bon, très bien. Merci à vous, Clément Ulry. Merci de nous avoir expliqué tout ça, de nous avoir raconté les métiers du codage. Tiens, si un auditeur nous écoute et veut faire appel à vous, à votre formation, comment doit-il faire? Comment vous contacter? Un site internet, j'imagine. Sur notre site, lewagon.com, et nous serons absolument ravis de l'accueillir. Bon, très bien. Merci à vous, Clément Ulry, ancien de Google France, désormais chez Le Wagon. Merci à Guillaume Carbrat, directeur associé
associé chez TNP Consultant, Richard de Cabrol, qui était avec nous, directeur du Grand Prix ACF Autotech, et Guillaume Crunel, associé automotive, Mobility Leader au cabinet de conseil Deloitte. Merci à vous. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec le Loft Music, Yvan Cujouz qui reçoit ce soir Valérie Zitoun, Mathias Malzieu et Bro. À tout de suite pour le Loft.